Nikola Tesla se tient là, avec son vieux fermier, tandis qu'il fait fonctionner toute sa ferme grâce à un dispositif composé de piquets plantés dans le sol qui capte un champ de flux électromagnétique et surtout magnétique, et actionne des générateurs qui alimentent sa ferme. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent Tesla, pensent une voiture, bobines et éclairs électriques. Pourtant, l'un des brevets les plus étranges de Nikola Tesla n'a jamais concerné ni les câbles ni les moteurs. Tesla et l'électricité. Que pensez-vous de l'idée initiale de Tesla? L'IA a simplement exhumé ce brevet des archives et l'a considéré comme une exception, une technologie visant quelque chose de bien plus proche de nous que les réseaux électriques. Une fois qu'on en a compris le potentiel, on ne peut plus l'ignorer. L'étrange brevet de Tesla. Au début du 20e siècle, le monde de Nikola Tesla bascula. Les grandes guerres énergétiques étaient terminées. De nouvelles compagnies de radio et de nouveaux inventeurs occupaient le devant de la scène. Tesla vivait dans des hôtels new-yorkais et déposait des brevets dont l'étrangeté ne cessait de croître. Il parlait d'énergie sans fil, de rayons cosmiques et d'appareils capables de capter l'énergie de l'air. J'étais persuadé de pouvoir accumuler cette énergie extraite de l'air partout dans le monde et de l'utiliser sous n'importe quelle forme. Malgré cela, des journalistes continuaient de publier ces affirmations. Mais de nombreux experts commencèrent à le considérer comme un ingénieur autrefois brillant, désormais perdu dans ses rêveries. Un exemple frappant de cette période tardive est un petit brevet accompagné d'un dessin simple. Appareil pour l'utilisation de l'énergie rayonnante. Tesla déposa la demande en 1901 et elle fut acceptée la même année. Sur le document, le brevet paraît simple. Une plaque métallique, un fil, un boîtier et une connexion à la Terre. Le principe est simple. Une plaque métallique lisse est surélevée et maintenue à l'écart de tout objet. Un fil part de cette plaque et descend dans l'un des compartiments d'une boîte. À l'intérieur du boîtier se trouve ce que Tesla appelle un condensateur. Aujourd'hui, on dirait un condensateur, qui est simplement un réservoir de stockage d'électricité. L'autre extrémité de ce réservoir est reliée à la Terre par une plaque ou un tuyau enterré. Entre le réservoir et l'appareil à alimenter, Tesla place un simple interrupteur. Dans le texte du brevet, il explique le fonctionnement prévu de ce montage. Au centre de mon laboratoire, j'ai construit cet imposant transformateur. L'une des extrémités de son enroulement principal était mise à la Terre. Des rayons de haute énergie provenant du Soleil et d'autres sources frappaient la plaque surélevée. Ces rayons comprennent la lumière invisible, comme les ultraviolets et les rayons X, ainsi que ce qu'il appelle simplement l'énergie rayonnante. Lorsqu'elle frappe le métal, elle libère de minuscules particules chargées. Avec le temps, ces particules s'accumulent sous forme de charge électrique dans le réservoir. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, cette charge stockée alimente une petite lampe ou un moteur, produit un léger travail, puis le réservoir doit se remplir à nouveau. Vu d'un point de vue moderne, il s'agit d'une forme primitive de récupération d'énergie. On ne brûle pas de carburant et on ne fait pas fonctionner une cascade. On laisse le ciel déverser lentement de l'électricité dans un réservoir et on l'utilise une fois plein. Les instruments mesurant le rayonnement et le champ électrique dans l'air reposent encore sur des principes similaires. La limite absolue est la quantité d'énergie atteignant effectivement la plaque. Ce dispositif était capable de stocker de l'énergie et de produire un courant de plusieurs millions de volts, comparable à la foudre. L'énergie particulière utilisable qui atteint chaque mètre carré de plaque au niveau du sol est infime. Les mesures des rayons cosmiques et des particules apparentées montrent que la puissance qu'ils délivrent est minuscule comparée à celle nécessaire à un simple appareil ménager. Même en plaçant une grande plaque en hauteur, l'énergie incidente reste dispersée sur toute sa surface. On pourrait obtenir suffisamment d'énergie pour alimenter un instrument très sensible, mais pas assez pour faire tourner un moteur puissant ou éclairer une maison. Les ingénieurs qui ont vérifié les chiffres sont arrivés à la même conclusion.
comme source d'énergie pour les usines ou les villes, ce brevet est une impasse. L'énergie arrive au compte-gouttes. C'est comme essayer de remplir une piscine de gouttes de rosée. Et pourtant, le brevet continue d'attirer l'attention. Une partie de son attrait réside dans sa simplicité. N'importe qui peut dessiner le circuit et imaginer son fonctionnement à grande échelle. Un autre aspect important est le langage employé par Tesla. Il ne parle pas seulement d'électricité et de fils électriques. Il parle d'énergie rayonnante, un terme générique désignant la lumière du soleil, la chaleur, les rayons X et de nouveaux types de rayonnement que les premiers scientifiques exploraient encore. Transmise sans fil grâce à la conductivité naturelle de la Terre. Le petit rectangle dans le dessin représente sa façon de saisir un infime fragment de cette tempête immense. Cela rejoint la conception que Tesla avait de l'énergie en général. Dans son essai « Le problème de l'augmentation de l'énergie humaine », il décrit le Soleil comme le moteur de la vie sur Terre. Il évoque la nécessité de trouver de meilleures méthodes pour capter cette énergie, grâce à des moteurs améliorés et à de nouvelles façons de transformer la lumière du Soleil et la chaleur en travail utile. Tesla et ses découvertes se sont révélées plus prophétiques et précises qu'on ne l'aurait jamais cru de son vivant. Lorsqu'il construisait ses bobines géantes, il voyait des arcs lumineux, entendait des craquements secs et observait des tubes de verre briller, sans aucun fil. Pour lui, la lumière, la chaleur et les étincelles électriques étaient autant de manifestations d'une même réalité profonde. L'énergie circule de différentes manières. Il pensait que si l'on parvenait à maîtriser et à diriger ce mouvement, on pourrait éclairer les villes et faire fonctionner les machines sans gaspiller de carburant. Le brevet sur l'énergie radiante est une tentative modeste et ciblée dans ce sens. Non pas à l'échelle d'une ville, mais à celle d'une simple assiette et d'une simple boîte de rangement. À la même époque, Tesla réfléchissait également à de nouvelles façons de déplacer les machines. Dans son dernier brevet américain, accordé le 3 janvier 1928, il présenta un prototype qu'il nommait « appareil de transport aérien ». Il s'agissait d'une machine volante compacte, un hybride entre un hélicoptère et un avion. L'appareil était conçu pour s'élever verticalement, puis s'incliner vers l'avant pour voler normalement, grâce aux mêmes hélices. Pris ensemble, ces brevets tardifs témoignent de la volonté de Tesla, déjà âgé, d'explorer de nouvelles voies. Son succès retentissant dans le domaine des moteurs et des grandes centrales électriques remonte à plusieurs décennies. Il avait déjà tenté de construire un système de transmission sans fil mondial à la tour Wardenclyffe, sur Long Island, dans l'espoir d'envoyer des messages et peut-être de l'électricité sans fil. Ces projets échouèrent faute de financement et la tour resta inachevée. Mais il n'a jamais cessé de déposer des idées visant à relier la Terre, l'air et nos machines de manière inédite. Qu'il s'agisse de la distribution sans fil d'électricité ou des télécommunications, ce type d'héritage épars et pétant précisément ce que l'intelligence artificielle moderne excelle à trier. Aujourd'hui, les offices de brevets et les entreprises technologiques utilisent des systèmes d'IA pour explorer d'immenses bases de données de brevets. Au lieu qu'une seule personne lise page après page, un modèle peut analyser les titres, les résumés, les affirmations et même les images, et regrouper les documents traitant de sujets similaires. Dans ce type de recherche, les travaux de Tesla se répartissent en plusieurs catégories. Son brevet sur l'énergie radiante se retrouve ainsi associé à d'autres idées concernant l'électricité à haute fréquence, l'électricité atmosphérique, les premiers dispositifs solaires et d'étranges capteurs fonctionnant dans l'air. Son brevet d'aéronef appartient à une catégorie différente, aux côtés des premiers modèles d'hélicoptères, des aéronefs à ailes basculantes et des nouveaux systèmes de contrôle de vol. L'IA ne juge pas la justesse des idées. Son rôle est de mettre en lumière des liens que les lecteurs humains négligent souvent, car ils se concentrent sur les mêmes récits célèbres. Vu sous cet angle, le boîtier d'énergie rayonnante ne ressemble plus à un projet voué à l'échec pour alimenter le monde en énergie.
Il apparaît plutôt comme un maillon de la chaîne de pensée de Tesla. Tout d'abord, il a contribué à transformer notre façon de produire de l'électricité au sol. Il a ensuite tenté de transmettre cette énergie et ces informations sans fil. Je voulais savoir si cette technologie pouvait transmettre de l'énergie sans fil sur de longues distances, en utilisant le sol comme émetteur. Finalement, dans ce brevet discret, il a dessiné un boîtier placé entre la Terre et le ciel, qui absorbe lentement l'énergie qui le frappe. Un système d'IA moderne signale cela comme inhabituel et digne d'un examen plus approfondi. Pourquoi un homme qui travaillait autrefois avec d'énormes dynamos et des cascades consacrerait-il du temps à un appareil qui ne capte qu'un infime filet d'énergie? La réponse la plus probable est simple. Il était curieux. Il voulait explorer toutes les voies susceptibles de mener à une nouvelle forme d'énergie, aussi étroite paraissait-elle. Mais cette petite boîte n'était pas le seul endroit étrange où son esprit s'est aventuré. Lorsqu'une grippe mortelle a frappé sa ville, Tesla a commencé à orienter sa passion pour l'énergie et les fréquences vers quelque chose de bien plus proche de lui. La maladie, les expériences thérapeutiques de Tesla. Alors que la Grande Guerre touchait enfin à sa fin, une autre catastrophe survint. Une grippe fulgurante a débuté dans les camps militaires et les ports, a traversé les océans et a fait le tour du monde. Les médecins l'ont plus tard appelée grippe espagnole. Selon des études récentes, elle a tué au moins 50 millions de personnes dans le monde, soit plus que les soldats morts au combat. Les hôpitaux étaient débordés et des communautés entières étaient en deuil. New York fut l'une des villes les plus durement touchées. La ville était surpeuplée, les familles entassées dans de petits appartements et les gens serrés les uns contre les autres dans les trains et les tramways. Les statistiques sanitaires montrent que la grippe a emporté environ 30 New-Yorkais en peu de temps. Nikola Tesla vivait en plein cœur de cette ville. Cet homme d'âge mûr logeait dans des hôtels new-yorkais, connaissait des difficultés financières et s'efforçait de préserver ses idées et sa santé. Il lisait attentivement les journaux et suivait l'évolution de la maladie. Pour un homme qui abhorrait déjà l'idée de microbes invisibles, la pandémie a touché une corde sensible chez lui. Bien avant cette grippe, ceux qui rencontraient Tesla avaient remarqué son angoisse face à la saleté et aux maladies. Ses amis et les serveurs disaient qu'il n'aimait pas serrer la main et qu'il se retirait souvent si quelqu'un essayait de le toucher. Dans les restaurants new-yorkais, il exigeait des couverts impeccables et demandait des piles de serviettes propres à chaque repas. Une anecdote célèbre raconte qu'il aimait avoir 18 serviettes sur la table et les utiliser dans un ordre précis pour essuyer chaque verre et chaque fourchette. Si le service ne répondait pas à ses exigences, il partait tout simplement. Sa peur de la contamination dictait le reste de ses habitudes. Tesla choisissait ses chambres d'hôtel avec soin. Il aimait les pièces dont les dimensions et le nombre lui semblaient justes, souvent construites autour du chiffre 3. C'est incroyable. Wow! Combien d'années a-t-il passé dans cette pièce? Selon certains témoignages, il calculait même mentalement le volume d'air ambiant et s'inquiétait de sa pureté. Plus tard, il faisait bouillir la plupart de ses aliments et de son eau et se lavait les mains sans cesse. Son entourage voyait en lui un homme incapable de se détendre en présence de germes ou de poussière. Cette peur de tomber malade s'ajoutait à une autre pratique qu'il menait depuis des années. Depuis les années 1890, Tesla s'exposait lui-même à des courants électriques à haute fréquence. Lors de ses conférences publiques, il montait sur scène, allumait un générateur à haute fréquence et laissait des étincelles violettes danser sur sa peau tandis qu'il tenait des ampoules incandescentes dans ses mains. Le courant était très rapide et de faible intensité, si bien qu'il n'a pas provoqué d'arrêt cardiaque comme l'auraient fait des chocs électriques ordinaires. Au contraire, il a provoqué des picotements sur sa peau et une sensation de chaleur dans ses tissus. À cette époque,
médecins et inventeurs étaient enthousiasmés par l'idée d'utiliser l'électricité et la lumière à des fins thérapeutiques. Certaines utilisations étaient nettes réelles et utiles. D'autres n'étaient que du discours commercial. Tesla se trouvait au milieu de cette vague. Il construisit les premiers tubes à rayons X et les utilisa pour photographier des os et des objets métalliques. Il mit en garde contre les risques d'exposition excessive qui pouvaient brûler la peau et endommager les yeux. Il mena également des expériences avec des machines produisant de l'ozone, une forme d'oxygène à l'odeur forte, et avec la lumière à ondes courtes, aujourd'hui appelée ultraviolet, une lumière invisible capable de détruire certains germes présents sur les surfaces et dans l'air. Rien de tout cela ne fit de lui un médecin. Mais au moment où la grippe espagnole frappa, Tesla considérait déjà l'électricité, la lumière et les vibrations comme des outils susceptibles d'agir sur les tissus vivants, et non plus seulement sur les moteurs et les lampes. Si des ondes invisibles pouvaient allumer une ampoule sans fil, se demandait-il, pourraient-elles aussi combattre les germes invisibles flottant dans l'air ou se cachant dans les poumons? De cette même culture naquit l'un des appareils les plus étranges du début du 20e siècle, la machine à rayons violets. Ces appareils se composaient généralement d'un petit boîtier à brancher sur une prise murale, d'une poignée et de tubes de verre. En tournant le bouton, un courant à haute fréquence traversait le tube, faisant virer le gaz raréfié à une couleur violette et provoquant une sensation de picotement sur la peau. Leurs fabricants affirmaient que cette étincelle violette pouvait soulager presque tous les maux. Les publicités affirmaient que c'était efficace contre l'acné, la chute des cheveux, les raideurs articulaires, les troubles nerveux et même les infections graves. Certaines publicités, et plus tard des collectionneurs, ont établi un lien entre cette idée et les travaux de Tesla sur les hautes fréquences, car ses expériences avec les bobines avaient inspiré le principe de base. Les gens achetaient des appareils à rayons violets et les gardaient chez eux. Aujourd'hui encore, certains musées conservent des coffrets avec leurs accessoires et des manuels imprimés recensant les remèdes possibles. Rétrospectivement, les historiens de la santé et les autorités sanitaires classent ces appareils comme relevant de la charlatanerie. Plus tard, dans les années 1940 et 1950, le gouvernement américain et la Food and Drug Administration ont intenté des poursuites contre les fabricants d'appareils à rayons violets pour étiquetage trompeur et allégations médicales mensongères. De nombreux appareils furent saisis ou détruits. Ces machines pouvaient provoquer des picotements et parfois de légères brûlures, mais rien ne prouvait concrètement leur efficacité pour guérir les infections profondes ou le cancer. Tandis que les rayons violets étaient vendus comme remède miracle, un autre inventeur de la côte ouest poussait l'idée que les fréquences pouvaient combattre les maladies beaucoup plus loin. Il s'appelait Royal Raymond Rife. Travaillant en Californie dans les années 1920 et 1930, Rife construisit des microscopes optiques hors du commun. Il affirmait que ses meilleurs modèles pouvaient observer des microbes vivants à des grossissements bien supérieurs à ceux permis par les lentilles classiques. Certains médecins et écrivains de l'époque furent impressionnés par les images et les films qu'il produisait. D'autres, sceptiques, firent remarquer que des tests ultérieurs ne permettaient pas d'obtenir des résultats similaires. À partir de ces études microscopiques, Rife formula une affirmation audacieuse. Il affirmait que chaque germe possédait sa propre fréquence oscillatoire mortelle, autrement dit, une fréquence létale. Selon lui, si l'on exposait le microbe à un signal de type radio à la fréquence précise, il commencerait à trembler, à s'affaiblir et à se désintégrer, tandis que les cellules saines environnantes resteraient intactes. Rife construisit un appareil électrique qu'il appela « machine à rayons » et prétendit qu'il pouvait affaiblir ou détruire les organismes pathogènes à l'intérieur du corps grâce à ces ondes spécifiques. Par la suite, des partisans ont raconté des histoires rocambolesques.
Il parlait de patients prétendument guéris après une série de séances de radiothérapie et accusait de puissants groupes médicaux d'avoir fait fermer Rafe. Mais lorsqu'on cherche des preuves concrètes, la situation se complique. Aucune étude clinique rigoureuse de grande envergure menée à cette époque ne confirme l'efficacité de ces appareils. Des analyses récentes, publiées par des organismes de lutte contre le cancer et des revues médicales, indiquent que leur efficacité dans le traitement du cancer ou des infections n'a jamais été démontrée. Par ailleurs, les agences de santé mettent en garde contre les effets indésirables survenus chez des patients ayant interrompu des traitements éprouvés pour les utiliser. Quel est donc le rôle de Tesla dans tout cela? Dans les archives historiques, rien n'indique que Tesla et Rafe aient jamais collaboré, ni même rencontré. Leur lien réside dans leurs idées. Tous deux étaient fascinés par la fréquence, la résonance et l'idée qu'une vibration appropriée puisse modifier les tissus vivants. En rassemblant tous ces éléments, on constate un lien évident entre les germes, les êtres humains et l'air ambiant. L'étape suivante que Tesla a tenté d'explorer avec ses rêves de fréquence ne se situait pas à l'intérieur du corps, mais vers le ciel. Tesla et le ciel pour Nikola Tesla. La résonance était une idée simple. La planète se comporte un peu comme une cloche. Si on la pousse au bon rythme, elle sonne. Pour vérifier cette hypothèse, il quitta New York et se rendit à Colorado Springs à la fin du 19e siècle, où il construisit l'un des laboratoires les plus étranges jamais vus. Sur une colline à la périphérie de la ville, il érigea un bâtiment en bois surmonté d'un mât très haut, lui-même coiffé d'une sphère métallique, culminant à environ 60 mètres. À l'intérieur, il installa d'énormes bobines Tesla, qui projetaient de longs éclairs violets à travers la pièce. En 1899, il utilisa ce dispositif pour observer la circulation de forts courants à haute fréquence dans le sol et dans l'air. D'après les témoignages de l'époque, il parvint à allumer des lampes ordinaires à plusieurs kilomètres de distance, sans aucun fil, en envoyant de brèves impulsions électriques dans le sol grâce à sa bobine et son mât. Dans ses notes de Colorado Springs, il écrivit que la Terre et l'air qui la surplombent formaient un vaste système électrique, doté d'un rythme naturel ou d'une fréquence de résonance. Des décennies plus tard, des physiciens ont mesuré de lentes pulsations naturelles dans l'atmosphère, aujourd'hui appelées résonances de Schumann, qui agissent effectivement comme une sorte de résonance de fond entre le sol et une couche chargée située en haute altitude. Tesla n'a pas obtenu les valeurs numériques actuelles exactes, mais il concevait déjà la planète comme un système capable de vibrer dans son ensemble. Dès lors, son rêve n'a cessé de grandir. Si la planète possédait un rythme naturel, pensait-il, on pourrait concevoir des dispositifs qui s'y adaptent et utiliser ainsi le monde entier comme réseau. De retour sur la côte Est, il tenta de concrétiser cette vision à Wardenclyffe, sur Long Island. Grâce à un financement du banquier J.P. Morgan, il entreprit la construction d'un laboratoire en briques rouges et d'une tour en bois de plus de 45 mètres de haut, surmontée d'un grand dôme d'acier. En public, il le présentait comme un système de communication sans fil permettant d'envoyer des messages par-delà les océans. En privé, il espérait qu'il s'agirait du premier nœud d'un réseau mondial capable de transmettre à la fois des signaux et de l'énergie par voie terrestre et aérienne. Le projet a échoué pour des raisons tout à fait normales. Le coût de la construction augmenta, la conjoncture financière changea et Morgan refusa d'accorder de nouveaux fonds. Au milieu des années 1900, les travaux à Wardenclyffe furent interrompus. Quelques années plus tard, la tour vide fut démolie et vendue à la ferraille. Mais l'image de Tesla au pied de cette immense tour est restée gravée dans les mémoires. Tesla a déclaré et écrit que le ciel pourrait un jour être un élément sur lequel les ingénieurs pourraient agir. Dans des entretiens ultérieurs,
il a suggéré que la maîtrise des conditions électriques dans la haute atmosphère pourrait permettre de modifier les précipitations ou d'atténuer la sécheresse dans certaines régions. Il se vantait également d'avoir, lors d'une expérience en laboratoire, créé un brouillard artificiel si dense qu'il ne pouvait plus voir sa main devant son visage. Pour lui, c'était un indice que l'énergie électrique pouvait servir à manipuler l'air et l'humidité, et pas seulement les fils et les lampes. Pour comprendre pourquoi cette idée revient sans cesse, il est utile de se pencher sur ce que les scientifiques appellent aujourd'hui l'ionosphère. Il s'agit d'une fine couche d'air chargée électriquement, située très haut au-dessus de nous, à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Les rayons du Soleil arrachent des électrons aux atomes de gaz de cette couche et transforment cette région en un plasma faiblement chargé électriquement, c'est-à-dire que le gaz porte des charges libres. Cette couche permet aux ondes radio de contourner la courbure de la Terre, ce qui explique pourquoi les ondes radio courtes peuvent traverser les océans. Tesla ignorait le nom d'ionosphère, mais d'après ses mesures, il se représentait la Terre et son enveloppe d'air comme les deux plaques d'un gigantesque condensateur électrique. Le sol chargé en dessous, le ciel chargé au-dessus. Au 20e siècle, d'autres scientifiques et ingénieurs ont construit des instruments pour étudier certains aspects de ce modèle. L'un des sites les plus célèbres est HAARP, le programme de recherche aurorale active à haute fréquence, situé près de Gakona, en Alaska. Il s'agit d'un champ de tours et d'antennes métalliques s'étendant sur plusieurs dizaines d'hectares. En son centre se trouve un émetteur radio de forte puissance capable d'envoyer des ondes à haute fréquence focalisées vers une petite portion de l'ionosphère. L'objectif est d'observer la réaction de cette couche chargée, la propagation des ondes radio à travers elle et l'impact des perturbations solaires sur les systèmes de communication et de navigation. Le programme HAARP, capable de réchauffer une infime partie de l'ionosphère et parfois de produire une faible lueur artificielle, est devenu la cible de nombreuses affirmations extravagantes. Pendant des années, on l'a accusé d'être responsable de tremblements de terre, d'ouragans, de mauvaises récoltes, voire de contrôle mental. Ces affirmations ne correspondent pas aux simples données énergétiques. La puissance que HAARP peut envoyer dans l'atmosphère est infime comparée à l'énergie que le Soleil déverse constamment dans la même couche atmosphérique, et la zone chauffée elle-même ne mesure que quelques kilomètres de diamètre. Des chercheurs indépendants qui collaborent avec l'installation et l'Université de l'Alaska Fairbanks, qui l'exploitent désormais, la décrivent comme un laboratoire de physique à ciel ouvert et non comme un instrument de contrôle du climat mondial. Un constat similaire s'impose lorsqu'on évoque la Grande Pyramide de Gizeh. Les archéologues et les égyptologues le considèrent comme le tombeau royal du pharaon Khéops, construit il y a plus de 4000 ans au sein d'un vaste complexe funéraire comprenant des temples, des fosses à bateaux et des pyramides plus petites destinées aux reines et aux proches. À l'intérieur, il abrite 3 chambres principales, des passages et un sarcophage de granit, semblable à une version bien plus grande et élaborée d'autres tombeaux royaux de l'Ancien Empire. Des inscriptions sur pierre, des marques de carrière et même un ancien journal de bord d'une équipe ayant transporté des blocs de calcaire témoignent d'un projet d'État colossal, mais courant, visant à construire un lieu de sépulture pour un roi. Un autre groupe d'auteurs perçoit une toute autre chose en observant la même pierre. Des auteurs comme l'ingénieur Christopher Dunn ont avancé que la Grande Pyramide était en réalité une sorte de machine ou de centrale électrique antique. Ils soulignent que le revêtement lisse de calcaire blanc qui entourait autrefois la pyramide était en réalité un isolant externe. Ils évoquent les salles de granit intérieur renfermant des cristaux de quartz et la dalle de feuilletage manquante, qu'ils imaginent comme une pièce métallique ayant pu servir d'antenne. Selon cette représentation, la pyramide entière apparaît comme un dispositif résonnant, accordé aux vibrations terrestres et capable de capter ou de modeler l'énergie.
La plupart des archéologues et des physiciens rejettent cette hypothèse, faute de preuves matérielles tangibles de production d'énergie, de câblage ou de machines datant de cette époque. Dès qu'on intègre Tesla à cette histoire de pyramide, elle se propage encore plus vite. Il adorait les structures hautes et résonantes. La pyramide est haute, géométrique et construite avec des matériaux conducteurs ou isolants. Ce sont là des comparaisons à distance, établissent bien des années après la disparition de Tesla et des bâtisseurs de Khéops. Rien dans les carnets de Tesla qui nous sont parvenus n'indique qu'il ait secrètement décrypté la fonction de la pyramide. De même, rien dans les archives de l'Égypte antique ne laisse supposer que les bâtisseurs se soient souciés de la résonance terrestre comme lui. Ce lien réside principalement dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, des systèmes d'intelligence artificielle analysent cette masse considérable de documents, de brevets, d'articles scientifiques et de publications conspirationnistes pour y déceler des schémas récurrents. De vastes modèles linguistiques sont conçus pour parcourir d'énormes quantités de textes et identifier les mots et les idées qui apparaissent fréquemment ensemble. Si l'on alimente l'un de ces modèles avec des informations sur les rêves de résonance de Tesla, la physique ionosphérique, les expériences HAARP et des ouvrages marginaux sur l'énergie pyramidale et les armes climatiques, les mêmes termes reviennent sans cesse: résonance, antenne, ionosphère, pyramide, météorologie et circuit global. Pour le modèle, ces mots répétés forment les fragments d'une même histoire. Le problème, c'est que ces systèmes sont dépourvus de bon sens. Ils ne savent pas vraiment distinguer les schémas issus de recherches scientifiques rigoureuses, les conjectures hasardeuses et les pures fictions. Des études sur les hallucinations de l'IA montrent que les modèles de langage mélangent souvent faits et fiction, tout en paraissant très sûrs d'eux. Un modèle permet de constater que Tesla souhaitait utiliser la Terre comme conducteur, que les laboratoires modernes chauffent effectivement de petites portions de l'ionosphère et que certains auteurs affirment que la Grande Pyramide était accordée à la planète. On est alors tenté de fusionner tous ces éléments en un récit cohérent où une idée maîtresse résonne de l'Égypte antique, en passant par Tesla, jusqu'au projet secret actuel. Merci de votre attention. Maintenant, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour découvrir d'autres histoires incroyables.